Bonsoir François Bersani, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole unité SGP Police Île-de-France. Justement, dans ce cas dramatique, on envisage un problème de communication entre les services de police et la justice. Expliquez-nous comment ça se passe justement. Oui, je peux vous expliquer comment ça se passe, mais tout d'abord, je voudrais dire que, comme vous l'avez dit en ouverture, c'est très symptomatique de cette perte totale d'organisation au niveau de l'État lorsqu'on décide de grandes priorités gouvernementales. Comme l'a dit M. Ouzaï, oui, en effet, les violences intrafamiliales et conjugales ont été décrétées grande cause nationale, comme la lutte contre les stupéfiants. Pour autant, on a toujours le même problème en matière de lutte contre les stupéfiants. Vous en avez beaucoup parlé ces derniers jours. On a les mêmes problèmes avec les féminicides. On a eu 145 féminicides en 2019 et 90 en 2020. Et je ne suis pas sûr, en effet, que la baisse d'une année sur l'autre soit due à l'efficacité de l'État français. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la police? Eh bien, malheureusement, déjà, on paye le fait que de nombreux commissariats aient été fermés à travers la France. Donc, il faut savoir qu'Ayange n'est pas un commissariat de plein exercice. C'est l'équivalent, on va dire, d'un poste de police avec une quinzaine de personnels et seulement deux enquêteurs dans ce commissariat. Le dernier chiffre qu'on a pu nous donner, c'est à peu près 1000 procédures en cours pour deux enquêteurs. Alors forcément, quand vous prenez une plainte, eh bien cette plainte, elle ne peut pas être traitée à l'instant T. Alors je sais qu'on nous dit oui, mais les violences faites aux femmes, c'est une priorité. Sauf que des violences faites aux femmes, faites aux enfants, tout est une priorité. Et malheureusement, quand vous êtes deux pour traiter 1000 dossiers, et alors ça n'est pas 1000 dossiers de violences intrafamiliales, mais quand vous avez 1000 dossiers à répartir entre très peu d'enquêteurs, eh bien forcément, vous avez le risque, en effet, de passer à côté du dossier. Moi, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est qu'on est quand même en présence d'un auteur qui, en effet, est très jeune, 23 ans, 9 mentions déjà au casier judiciaire, qui est donc un réfugié serbo-kosovar, qui déjà, après 9 lignes au casier judiciaire, est toujours sur le territoire et bénéficie toujours de l'asile. De deux, ce monsieur a été condamné donc à 1 an de prison pour un délit routier en 2020 et il est rentré en prison et n'a fait que la moitié de sa peine. Au bout déjà de 5 à 6 mois, on lui a proposé de sortir parce que, bon, bien sûr, l'exception doit être la prison et la liberté est la règle. En tout cas, l'élargissement de prison est maintenant la règle avec le ministre garde des Sceaux. Et ensuite, on se dit, oui, il y a un souci. Oui, il y a un souci parce que si ce monsieur n'était plus sur le territoire après avoir déjà fait 9 condamnations en peu de temps, si ce monsieur avait purgé sa peine de prison jusqu'au bout et non pas bénéficié d'aménagement de peine, eh bien, ce drame ne se serait pas produit. Alors après, sur la transmission de la plainte, il faut quand même expliquer à vos très nombreux téléspectateurs qui vous regardent, en fait, les services de police prennent la plainte de madame ou de monsieur, parce qu'il y a aussi des hommes victimes de violences conjugales, et puis dès qu'ils ont pris la plainte, ils engagent d'autres actes d'enquête. Mais envoyer la plainte au procureur de la République, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, la plainte n'a pas été transmise le jour J ou dans les jours qui suivent. Qu'est-ce que font les procureurs avec ces plaintes? Eh bien, ils renvoient les plaintes aux policiers en disant, écoutez, moi, je ne prends pas de décision parce qu'il faut entendre le mis en cause, il faut entendre des témoins, il faut faire une enquête de personnalité, il faut faire donc des actes d'enquête. Donc le fait de transmettre une plainte au parquet, ça ne résout rien, puisque de toute façon, la plainte seule, eh bien, les parquetiers, donc le ministère public va nous dire, mais attendez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec la plainte de madame X? Moi, il me faut le témoignage de monsieur Y, et puis il faut que je sache si c'est récurrent, aller voir les voisins, etc. Donc aujourd'hui, on focalise sur cette plainte qui n'a pas été transmise, mais en aucun cas, ça n'aurait solutionné le problème, parce que le parquet nous aurait renvoyé ce dossier en disant oui, d'accord, vous m'avez informé qu'il y a des violences conjugales, mais il faut gratter. Et quand on a 1000 dossiers à gratter à deux, eh bien malheureusement, là, on paye les pots cassés. Posons la question à François Bersani, parce que vous êtes porte-parole unité SGP Police Île-de-France. On était en train de parler justement de cette problématique d'étrangers en situation irrégulière, multirécidivistes. Est-ce que vous, lorsque vous les interpellez, que ces personnes-là sont condamnées, est-ce que finalement, quelques mois plus tard, vous les retrouvez dans la rue et une nouvelle fois, vous les interpellez et rebelote, et cette situation qui intervient, mais c'est un circuit sans fin en quelque sorte?
Oui, Elliot, la problématique, c'est que lorsque ces étrangers donc sont condamnés par un tribunal, il faut que la juridiction donc de jugement, le fameux tribunal qui condamne, prononce l'interdiction du territoire français. Ça n'est pas automatique. Et donc, si la juridiction de jugement décide de ne pas prononcer cette interdiction de territoire parce que la personne a de la famille en France, parce que la personne, ce n'est que son deuxième ou troisième délit, ou ce sont des délits qui sont considérés encore par la justice comme mineurs, eh bien le juge du siège ne délivrera pas d'interdiction du territoire français, et donc à l'issue de sa peine de prison, eh bien il réintégrera son foyer ou restera sur le territoire. Et après, comme l'a dit M. Ferjou, on a le problème après de la reconduite une fois que l'interdiction du territoire français, que la peine est purgée. En effet, on va chercher la personne à la sortie de prison et on doit l'emmener en général par avion, mais il peut s'opposer à sa reconduite, c'est-à-dire qu'il peut faire obstacle à sa reconduite sur le tarmac, et dans ces cas-là, il n'est pas reconduit, donc il repart en prison parce qu'il a fait obstacle à son éloignement. Là, pour le cas qui nous intéresse, il faut savoir quand même que c'est un Serbe d'origine kosovare, et qu'a priori, il a encore le statut de réfugié politique suite à la crise des Balkans. Il y a aussi ce travail de géopolitique. Est-ce que des conflits maintenant vieux de presque 30 ans doivent encore mériter que des multirécidivistes, certes, qui ont peut-être connu, enfin lui en tout cas vu son âge, il n'a pas pu connaître la crise des Balkans, mais est-ce que le problème est là? Et puis avant justement qu'on termine ce sujet, je voudrais revenir sur les propos que tenait Johan. Je voudrais rassurer la population qui nous écoute. Quand M. Johan Nouza, il disait que les policiers manquaient de formation. Il y a eu un énorme boulot fait depuis, on va dire, dans ces 5 dernières années. Tous les enquêteurs qui sont spécialisés en protection de la famille, qui donc traitent les violences intrafamiliales, subissent maintenant plusieurs modules de formation très techniques. Il y a cette formation. La prise de main courante a quasiment disparu. Maintenant, c'est toujours des systèmes de prise de plainte. Et surtout, on a une plateforme composée de policiers, une plateforme nationale des violences sexistes et sexuelles, installée donc sur mon ressort à Guyancourt, dans les Yvelines, et qui a beaucoup favorisé la libération de la parole, qui reçoit 24 heures sur 24 par chat, par Internet, tous les signalements de toute la France, et ça aide beaucoup les personnes à dénoncer les faits et tout de suite s'orienter vers des services d'enquête. Donc il y a eu quand même eu un gros, et également sur l'accueil des victimes. C'est vrai qu'avant, quand vous arriviez dans un commissariat et que vous étiez victime de violences conjugales, vous deviez passer par 6 interlocuteurs, vous deviez raconter comment vous aviez été battu dans la salle d'accueil devant tous les spectateurs citoyens, alors que maintenant il y a des coupe-fils, il y a des systèmes de coupe-fils qui permettent d'accueillir au mieux. Alors on n'est pas dans le monde des bisounours, il peut y avoir encore en effet des commissariats, des services de police ou de gendarmerie où on n'a pas la même finesse, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de problème de formation chez les policiers, et en plus maintenant on a des intervenants psychosociaux qui sont mis à disposition des commissariats de police en France. Quand je dis intervenants psychosociaux, c'est des médiateurs, des assistantes sociales qui prennent en charge la personne victime dès lors que la plainte est déposée. Donc ça a beaucoup progressé, je voudrais rassurer vos téléspectateurs. Merci. François Bersani, d'ailleurs, dans ce drame à Hayange, la victime, lorsqu'elle a porté plainte et qu'elle a déposé cette main courante, a rencontré à plusieurs reprises cette assistante. Oui, c'est tout à fait. Tout à fait, Elliot. C'est un nouveau protocole qui fait que le policier, lui, qui n'a pas toutes les clés en matière de prise en compte, eh bien, il est assisté de personnels sociaux, éducatifs ou psychosociaux. Et justement, c'est pour ça qu'à Hayange, on ne peut pas dire que rien n'avait été fait. Enfin, c'est pas ce qu'on dit sur le plateau. Non, mais j'ai été attaqué sur d'autres plateaux concurrents en disant la police ne fait rien, la police ne fait rien. Non, bon. la police fait, peut-être pas suffisamment tout le temps, elle fait avec les moyens qu'on lui donne. Eh ben, c'est exactement, finalement, c'est ce qu'on dit et vous l'avez exprimé. La réaction quand même de François Bersani, parce que vous connaissez parfaitement les Yvelines. Je rappelle que vous êtes porte-parole SGP Police en Ile-de-France, mais que vous travaillez plus particulièrement dans les Yvelines. Est-ce que cette commune, est-ce que cette ville est réputée pour avoir des territoires perdus de la République ? Ah bah écoutez, Mantes-la-Ville est donc mitoyen avec la zone de sécurité prioritaire de Mantes-la-Jolie et de son célèbre Val-Fouré. Mais encore une fois, voilà, il faut pas stigmatiser les habitants, comme l'a dit Karim Zeribi, de ce quartier. Moi, je vous le dis, bon, on est à une heure d'écoute qui commence à baisser, mais je vous dis, moi, ces personnes qui ont aujourd'hui attaqué ce cabinet, ce sont des salopards, ce sont des fumiers, parce qu'aujourd'hui, ils contribuent à la désertification médicale. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, ils font en sorte que ce médecin qui était au bord des larmes lorsqu'il a été interviewé, aujourd'hui rend son stéthoscope. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Sûrement essayer de piquer 3-4 médicaments et 3-4 ordonnances pour essayer d'aller peut-être se faire délivrer ensuite dans une pharmacie quelconque des médicaments. Mais au final, on va pénaliser toute une population de ce quartier qui n'aura plus son médecin traitant. Donc aujourd'hui, c'est incompréhensible et j'espère en effet qu'ils vont être arrêtés parce que de toute façon, la police nationale sur ce département et ailleurs fait son boulot. Et heureusement qu'elle est là. Elle fait encore son boulot. Mais il faudra en effet une réponse forte. Malheureusement, en ce moment, tout ce qui est atteinte au bien, ça passe en second plan et on va nous dire ce n'est que de la dégradation, ça n'est que du saccage. Donc j'espère en tout cas que la réponse pénale là sera forte. On ne la réclame pas que pour les policiers. Il faut absolument que l'état de droit revienne parce que là, on va contribuer à une désertification médicale qui est atroce. À la suite d'une intervention banale, j'ai pris un projectile sur la tête. Je vous fais voir le résultat. C'est pas très joli. Mais j'ai la chance d'avoir été pris en main par une équipe soignante qui est formidable et qui a fait du bon travail. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui, il y a longtemps que j'aurais dû la faire, parce qu'il y en a vraiment marre. La peur doit vraiment changer de camp. Ça fait des années qu'elle aurait dû changer de camp. Et si rien n'est fait, demain, à ma place, ce sera un autre policier ou un citoyen. Et puis après-demain, ça va recommencer, ce sera un autre policier. Et ça ne s'arrêtera jamais. Alors ce message s'adresse à nos dirigeants. Eux seuls ont le pouvoir de changer les choses. François Bersani, vous êtes toujours avec nous, porte-parole unité SGP Police Île-de-France. Ça doit être dur lorsque vous entendez ces témoignages et lorsque vous voyez le visage tuméfié de l'un de vos collègues et frères d'armes. Ce qui s'est passé à Rive-de-Gier, c'est le quotidien des forces de l'ordre aujourd'hui. Ces images peuvent choquer les âmes sensibles. Alors malheureusement, nous sommes habitués à aller voir nos collègues, malheureusement, souvent dans les hôpitaux et sur leur lit lorsqu'ils se rétablissent. Mais c'était intéressant, je mets le terme entre guillemets, de pouvoir montrer à la population, justement, à la plus grande partie de la population, ce que sont des violences, alors qu'elles soient faites sur un policier ou une autre personne. Mais on perd le côté virtuel et on voit l'état de notre collègue tuméfié. Il faut savoir que les violences là, qui ont été commises peuvent être passibles jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, puisqu'on a des violences qui sont aggravées par plusieurs circonstances, que ce soit la réunion, donc plusieurs auteurs, que ce soit l'usage d'une arme, que ce soit également le fait que la personne soit un dépositaire d'autorité publique. Donc si l'enquête en effet a permis d'identifier, si une juridiction de jugement va devoir se prononcer sur les faits, ce sera le bon moyen de voir, en effet, si la réponse pénale en France est sévère comme le promettait Jean Castex, la fameuse sévérité de la sanction et la certitude de la peine, parce que ce sera vraiment très important. Et demain s'ouvre le Beauvau de la sécurité, après donc le rassemblement citoyen. C'est la réouverture de ce Beauvau qui avait été suspendu depuis quasiment 2 mois. Et bien sûr, toutes les organisations syndicales ouvriront ce Beauvau par des déclarations préalables sur la réponse pénale et la politique pénale en France quand on attaque des forces de l'ordre. C'est une erreur, très rapidement, ce sera la dernière réaction, François Bersani, de Gérald Darmanin, d'être parmi vous pendant cette mobilisation? Non, enfin pour nous, on l'a toujours dit, que tous les personnels politiques, même qu'il fût ministre de l'Intérieur, tous les citoyens étaient les bienvenus, avec écharpe ou sans écharpe. Mais encore une fois, tous les élus qui sont venus, les parlementaires qui sont venus là au pied de l'Assemblée, on va les attendre au tournant. Bien sûr, ce n'est pas bien sûr une menace que je prononce là, mais on va les attendre au tournant de l'action parce que l'émotion, le soutien, on en prend note, mais on va vraiment demander des actes forts à l'issue de ce Beauvau qui va éclore au mois de juillet et sur justement cette réponse pénale. Donc Monsieur Darmanin va être jugé sur les actes et non pas sur ses incantations ou ses paroles. Merci d'avoir participé à ce Soir Info, François Bersani. On reviendra peut-être vous voir demain soir pour savoir comment s'est passée cette journée du Beauvau de la sécurité.